Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous avez été préfet de région, vous êtes connu pour être un spécialiste des questions migratoires, avec notamment un livre intitulé « Ces réalités qu'on nous cache » et vous êtes actuellement le représentant spécial de Bruno Retailleau. Au sujet justement de l'immigration, M. Stefanini, le Premier ministre a dit hier à la télévision qu'il n'y aurait pas de référendum dans ce domaine, tout en expliquant, je cite, qu'un certain nombre de villes ou de régions ont le sentiment d'une submersion. Le sentiment d'une submersion, est-ce déjà le bon constat, le bon diagnostic selon vous ? Oui, moi je pense que notre pays vit depuis la fin des années 90 et le début des années 2000 une vague migratoire sans précédent. On est passé de 150 000 titres de séjour délivrés en 2000 à 350 000 l'année dernière. Et en matière d'asile, on est passé de 50 000 demandeurs d'asile accueillis en 2000 à plus de 130 000 depuis plusieurs années. Donc moi, j'appelle ça une vague migratoire. Alors entre le mot vague migratoire et le mot submersion, il y a, le moins qu'on puisse dire, des analogies. Chacun ses termes. Et il nous faut reprendre le contrôle de l'immigration. Et c'est ce que Bruno Retailleau essaye de faire avec, je crois, le soutien des premiers ministres successifs, Michel Barnier et maintenant François Bayrou. Alors vous dites, je crois, on va aborder les aspects très concrets parce qu'il y a une opposition, en tous les cas, entre le ministre de l'économie, Éric Lombard, et le ministre de l'Intérieur. Est-ce que... Non, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition. Non, pour moi, entre souhaiter une immigration de travail et serrer la vis, s'il n'y a pas de différence ils sont chacun dans leur logique. D'abord, que la France ait besoin d'une immigration de travail sur certains métiers, nous le savons. Nicolas Sarkozy a été le premier à le dire avec force, avec le concept d'immigration choisie à partir de 2005. Et ça s'est confirmé depuis. Malheureusement, notre natalité est en train de s'affaisser. Et ça, je voudrais dire à votre micro ce matin que c'est particulièrement grave pour notre pays. Que si ce choix collectif, qui est la résultante de millions de choix individuels, devait se confirmer, alors nous serions dans la situation de pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, qui n'assurent plus le renouvellement des générations, dans lesquels la population active, c'est-à-dire la population en âge de travailler, diminue, ce qui fait peser une formidable menace sur l'équilibre de nos systèmes de retraite, et ce qui pourrait justifier le recours à une immigration plus importante. Donc que nous ayons besoin d'une immigration de travail. Qui pourrait justifier, simplement je note ce que vous dites, Patrick Stefanini, à l'antenne de CNews et Europe 1, c'est-à-dire l'immigration plutôt que le sursaut démographique. Oui, mais moi je suis partisan du sursaut démographique. Je suis également partisan qu'on cherche, et je crois que c'est le souhait de Bruno Retailleau, qu'on cherche par tous les moyens à proposer ces emplois, ces métiers qui sont en tension à des personnes qui sont déjà en France. Et qu'il faut peut-être mieux former. Il faut peut-être aussi envisager, et c'est le rôle des partenaires sociaux, et notamment du patronat, d'améliorer les conditions de travail et les conditions de rémunération dans ces métiers en tension, de manière à ce qu'ils attirent davantage de Français, ou en tout cas de personnes déjà... Vous connaissez la situation de ce débat sur les salaires Oui, mais en France. je sais, mais notre problème, c'est un problème de charge sociale. C'est-à-dire que si nous n'avions pas le niveau de charge sociale que nous avons dans notre pays, nous ne rencontrerions pas les mêmes difficultés. Vous savez, les États-Unis, on va parler un peu des États-Unis et de Trump. La comparaison. Les États-Unis sont un grand pays d'immigration. Oui. Mais contrairement à nous, nous sommes un pays d'immigration ou pas, la France ? Les États-Unis sont historiquement Évidemment. Un pays d'immigration. Ils ont été créés Emmanuel Macron avait dit que la France est un pays d'immigration. C'est le cas. Je ne le pense pas. La France est un pays qui a connu des vagues d'immigration successives depuis 2 siècles ou 1 siècle et demi. Mais à la différence des États-Unis, je ne crois pas que nous soyons historiquement et consubstantiellement, si j'ose dire, un pays d'immigration. Mais pour terminer sur le problème des charges sociales, on voit bien qu'aux États-Unis, une bonne partie des immigrés arrivent à s'intégrer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de petits emplois, de petits boulots, mais qui sont des boulots qui ne sont pas au noir, qui sont des vrais travaux, plutôt des vrais emplois,
En France, ça n'est pas le cas et ça ne facilite pas l'intégration des Il y a ce sujet dont vous parlez, Patrick Stefanini. Il y a aussi ce que vous êtes en train de faire avec Bruno Retailleau. Vous voulez revenir à une admission exceptionnelle au séjour. Chaque année, rappelons-le, la France régularise entre 30 000 et 35 000 étrangers qui n'ont pas droit à un titre de séjour au regard, en tous les cas, de la loi. Est-ce à dire que jusque-là, il y avait une sorte de droit à la régularisation presque automatique en France ? Il y avait une sorte d'habitude, puisque vous l'avez souligné, Sonia Mabrouk, chaque année, entre 30 000 et 35 000 régularisations. Et ce, depuis des années. Donc, on s'était installé dans une forme de confort de la régularisation. Bruno Retailleau veut revenir à la lettre de la loi, à la lettre et à l'esprit de la loi. La loi parle de l'admission exceptionnelle au séjour. 30 à 35 000 régularisations, ça veut dire que 10% des étrangers qui obtiennent un titre de séjour, en fait, n'y avaient pas droit. Et l'obtiennent par une mesure de tolérance. 10%, c'est beaucoup. On n'est pas dans l'admission exceptionnelle au séjour. Donc la circulaire de Bruno Retailleau, elle demande au préfet de revenir à, non pas à des régularisations d'habitude, mais à une admission exceptionnelle. Et pour ce faire, elle pose 3 critères. Le premier critère classique, c'est qu'il faut ne pas avoir troublé l'ordre public. Ça paraît être une évidence, régularisé. Mais ce n'était pas le cas. C'est incroyable. Quand même, deuxième critère, il faut, ça c'est beaucoup plus nouveau pour des candidats à la régularisation, il faut avoir une bonne pratique du français. Il faut également adhérer aux valeurs de la République. Et on va le vérifier tout de suite, c'est-à-dire avant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. C'est ça qui est nouveau dans la circulaire de Bruno Retailleau. Et enfin, s'agissant de l'immigration de travail, Bruno Retailleau n'est pas en désaccord avec M. Lombard, mais il pose le cadre et il dit... Monsieur Stéphanie, reconnaissez quand même que les dernières sorties montrent une nette différence. Et il dit que la régularisation sur les emplois, ça ne peut se faire que sur les métiers en tension. Que sur les métiers en tension, parce qu'on s'était installé dans un système... Comment vous expliquez ? Vous avez parlé d'habitude et de tolérance. Comment vous expliquez ? Mais parce que, mettez-vous à la place des préfets. Moi, j'ai été préfet. Qu'est-ce qui se passe ? Les préfets, ils font l'objet d'interventions qui émanent d'autorités religieuses, d'autorités civiles, d'élus locaux, qui connaissent tel ou tel étranger en situation irrégulière et qui viennent pour des motifs humanitaires, souvent liés à la situation familiale des intéressés, plaider pour une régularisation. Et on avait l'habitude de faire des régularisations pour des étrangers qui avaient un emploi, mais pas du tout sur des métiers en tension. Et bien ça, Bruno Retailleau dit, il faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'avant de dire il faut arrêter ça, les étrangers savent qu'en pénétrant en France, en tous les cas de manière irrégulière, ils ont de fortes chances, et parfois certains disent même plus de chances d'être régularisés que ceux qui nous écoutent prêtent attention, qu'à ceux qui sont rentrés de manière régulière. En tout cas, l'entrée illégale en France, avec l'espoir d'une régularisation, était quelque part une démarche plus facile que celle qui consiste à aller dans son consulat, dans son pays d'origine, aller au consulat de France pour demander un visa, voilà. Et là, subir, si j'ose dire, un véritable examen de situation. Donc c'est avec cela que Bruno Retailleau veut rompre. Il n'est pas normal, et ça doit cesser, il n'est pas normal qu'il soit plus facile d'entrer en France de manière illégale et d'obtenir une régularisation que de faire une demande dans son pays d'origine. En bonne et due forme. Alors on parle beaucoup, Patrick Stefanini, sur CNews Europe 1 ce matin d'immigration illégale, mais comment décririez-vous la tendance de l'immigration illégale ? On entend beaucoup un chiffre circuler dans les médias, dans le débat public, un chiffre important de 500 000 personnes par an supplémentaires. S'il est bien avéré, et c'est le cas, de quoi est-il le symbole, ce chiffre, selon vous ? Il est le symbole du fait que progressivement, à partir du début des années 2000, nous avons perdu le contrôle de l'immigration dans notre pays. Et c'est cette maîtrise qu'il faut retrouver. Alors, nous avons en France une situation très particulière qui est liée au poids de l'immigration familiale, que beaucoup de nos voisins européens ne connaissent pas. Et nous avons cette situation parce que nous avons gardé des relations étroites avec des pays qui étaient nos anciennes colonies, pour appeler les choses par leur nom, qui faisaient partie de la sphère d'influence de la France. Donc nous avons souscrit avec eux des accords. L'accord le plus emblématique, c'est celui avec l'Algérie, mais il y en a d'autres. Et ces accords contiennent des dispositions qui sont favorables à l'immigration, et notamment favorables à l'immigration familiale.
Alors, ce qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est qu'aujourd'hui, le poids de l'immigration de travail, le poids de l'immigration économique, c'est-à-dire un étranger qui vient en France parce qu'il a une promesse d'embauche, une perspective d'emploi, et c'est très faible dans le total de l'immigration en France. C'est grosso modo 50 000 personnes par an, rapporté aux 350 000 titres de séjour dont je parlais. Donc, c'est aux alentours de 15%. Le reste, ce sont soit des étudiants qui viennent faire des études, mais dont on sait bien que le but, une fois qu'ils ont fini leurs études, c'est de rester en France pour y occuper un emploi. Et ce sont des migrants familiaux qui sont venus en France, pas du tout pour des motifs économiques, mais qui, au bout d'un moment, cherchent un emploi, qui cherchent à venir sur le marché du travail. Est-ce que cette immigration familiale a, changé de nature? Je précise ma question pratique. Oui, elle a profondément, vous avez raison, Sonia. Elle a profondément changé de nature. Est-ce que l'essentiel de l'immigration familiale est constitué, comme on le sait depuis toujours, et repose sur le regroupement familial? Alors, elle ne repose plus sur ce qu'on appelait autrefois le regroupement familial, c'est-à-dire le fait pour un travailleur étranger venu en France de faire venir au bout de 2 ou 3 ans son épouse et ses enfants. Oui. Elle repose sur un autre phénomène plus complexe, des ressortissants étrangers qui sont venus en France ou qui sont nés en France, qui sont devenus français, qui ont acquis la nationalité française et qui ensuite se marient avec des ressortissants étrangers originaires du pays qui était le leur ou qui était le pays de leurs parents, et qui font venir, au titre du droit au mariage, qui font venir leurs conjoints en France. Et on voit bien à ce moment-là que... Et cette immigration-là, le phénomène que je décris, ça représente aujourd'hui la majorité de l'immigration familiale. Ce n'est plus du tout l'immigration familiale telle qu'on l'a connue. Non, il y a eu une rupture profonde qui s'est faite progressivement. Et on voit bien que cette immigration-là, d'abord, elle est plus facile parce que, comme vous le savez, le droit au mariage, c'est un droit qui est constitutionnel, donc on ne peut pas le remettre en cause. Ça veut dire que si je vis en France et que je suis originaire, par exemple, d'Algérie ou du Maroc et que je retourne dans mon pays épouser une ressortissante, soit du Maroc, soit de l'Algérie, j'ai ensuite un droit qui est quasiment pas contrôlé, à faire venir mon conjoint en France pour vivre en France ma vie privée. Ça, personne ne peut le contester. Donc, il y a eu une rupture profonde dans la nature de l'immigration familiale. Mais surtout, fondamentalement, on voit bien que cette immigration familiale, au bout d'un moment, elle cherche à venir sur le marché du travail. C'est normal. C'est normal. Les gens cherchent à s'insérer au mieux. Donc, ils viennent sur le marché du travail. Mais simplement, comme ils n'ont pas été sélectionnés pour occuper un emploi, en fait, ils ont beaucoup de mal à trouver un travail. Et vous savez que le taux de chômage des étrangers en France est aujourd'hui, grosso modo, aux alentours de 15%, le double du taux de chômage des nationaux. Et donc, au fond, l'intuition de Bruno Retailleau, c'est qu'il ne s'agit certainement pas d'ouvrir toutes grandes les vannes de l'immigration, d'ouvrir toutes grandes les vannes de la régularisation. On l'a compris. On a en France des personnes qui seraient parfaitement à même, et là je voudrais le dire avec une certaine solennité, qui seraient parfaitement à même d'occuper des métiers en tension, des emplois dans des métiers en tension, mais il faudrait que les partenaires sociaux, pardonnez-moi l'expression, soient un peu plus courageux, c'est-à-dire qu'une personne qui vit en France, auquel on propose une formation pour accéder à un emploi dans un métier en tension, ou auquel on propose directement un accès à un emploi dans un métier en tension, il faudrait qu'au bout d'un refus, ou en tout cas de 2 refus, on puisse en tirer des conséquences en termes d'indemnisation. Vous voyez au courage. Vous voyez que l'immigration est à la confluence de plusieurs préoccupations, que ça n'est pas seulement le rôle de M. Retailleau ou le rôle du ministre de l'économie, il y a aussi le ministre du Travail qui a son mot à dire. Stéphanie, mais compte tenu de ce défi dont vous nous avez présenté, je vous remercie avec beaucoup de clarté les tenants, les aboutissants. Votre mission s'inscrit, Patrick Stefanini, dans une reconquête, je cite les mots, de la souveraineté de la France en matière migratoire. Mais est-ce que pour recouvrer notre souveraineté, les circulaires de fermeté, les quotas suffisent face à un tel bouleversement, ou est-ce que, selon vous, rien ne sera possible tant que le primat de la souveraineté populaire sur celle des juges et le primat de la souveraineté nationale sur la souveraineté européenne ne sera pas réaffirmée ou du moins discutée? Alors François Bayrou a dit hier dans une émission qu'on ne pouvait pas faire de référendum sur l'immigration parce que l'article 11 de la Constitution ne le permet pas. Il a raison, mais il y a une autre manière de faire une révision constitutionnelle, c'est l'article 89, et qui permettrait parfaitement d'inscrire dans la Constitution le principe des quotas. Autrement dit, si on voulait en France mettre en place un système de quotas
qui permettrait de réguler l'immigration familiale. On n'est pas obligé de passer par l'article 11, on peut passer par l'article 89. Alors simplement, on voit bien que les conditions politiques du recours à l'article 89 ne sont pas réunies. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Jamais, en réalité. Veut-on vraiment un référendum sur ce sujet ? Non, Sonia. Vous le croyez vraiment je pense qu'il y a une volonté politique ? Je pense qu'un jour, on peut se retrouver avec, à l'Assemblée nationale et au Sénat, une majorité qui permettrait le recours à l'article 89 et qui permettrait d'instaurer des quotas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il n'y a sans doute même pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter une grande loi sur l'immigration. Ça ne décourage pas Bruno Retailleau. Il fera passer dans des propositions de loi ou dans des petites lois, il fera passer un certain nombre de mesures législatives dont notre pays a besoin pour maîtriser l'immigration. C'est vraiment la conclusion. Je reviens à ma question. Tout en étant un Européen convaincu, la question n'est pas là. Est-ce que vraiment vous pensez qu'on peut retrouver notre souveraineté tant qu'il y a une souveraineté européenne et une hiérarchie des normes qui s'imposent? Non, mais si on met en place un système de quotas, on aura peut-être, je dis peut-être, un problème avec la Cour de justice de l'Union européenne. Mais si on a eu recours à la souveraineté populaire pour trancher cette question, par exemple, des quotas, nous serons en position de force pour imposer à cette Cour de justice la volonté du peuple français. En tout cas, on a compris que votre feuille de route est très claire auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Patrick Stefanini. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est vraiment édifiant sur toutes ces questions. Ces réalités qu'on nous cache aux éditions Robert Laffont. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.